traditionnel de Tlemcen. Donc il va nous présenter une communication sur le costume nuptial de Tlemcen. Merci Madame Azouk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Donc je vais vous présenter une petite intervention se rapportant à l'Ebset Aftan. Le costume nuptial de Tlemcen s'appelle l'Ebset Aftan. L'Ebset Aftan, ça veut dire la tenue du kaftan, ou bien la tenue nuptiale. Alors, nous avons ici une photo qui représente donc trois tenues différentes, légèrement différentes, d'une Ebset Aftan. Généralement, cette tenue est appelée shidda. Le mot shidda ne convient pas à cette tenue, puisque le mot shidda ne fait référence qu'à la tête de la mariée, donc ce qui est sur la tête de la mariée, la coiffe, plus les épaules. Alors que le aftan, c'est toute la tenue entière, plus toutes les festivités qui viennent autour de cette libsa. Donc toutes les festivités qui viennent autour du mariage. Bon, donc avant de passer au mariage lui-même, alors en général, le schéma général du costume féminin s'articule généralement selon 4 archétypes ou classes suivantes. Premièrement, le costume drapé, où nous retrouvons le burnous, les tuniques à fibules et les voiles de sortie. Deuxièmement, nous avons le costume enfilé, cousu et fermé, où nous retrouvons les tuniques, les chemises et les robes. En troisième position, nous avons le costume endossé, cousu et ouvert, avec les vestes diverses, le kaftan et le karakou. En quatrième position, nous avons le costume fourreau, avec le silhouette d'intérieur et le silhouette de sortie. À Tlemcen, ces 4 archétypes sont toujours présents dans le costume traditionnel, puisque nous retrouvons toutes ces tenues en usage actuellement chez la femme tlemcenienne. Le burnous, le voile ou le haïk, les herda, les robes ou blousas, les aftan, le karakou et le sewel. Dans les autres régions d'Algérie, ces 4 archétypes ont pratiquement disparu et dans chaque région, il ne reste plus qu'un ou 2 archétypes. Alors, l'habit ou le costume traditionnel avec sa large décoration bijoux traditionnels, objet de notre sujet d'aujourd'hui, et autour duquel s'articule donc toute la tradition liée au mariage tlemcenien, s'appelle l'ebset ou l'ibes al-aftan. Le nom le plus court, shidda, qui lui est donné communément, ne lui convient pas totalement, puisqu'il ne fait référence qu'à une partie de la décoration du costume. Le rite festif du mariage est fondé sur des valeurs hautement symboliques véhiculées par le costume traditionnel. Chaque détail du costume témoigne de la longévité d'une croyance collective pluriséculaire qui porte sur la régénération de la communauté grâce à la fondation d'une nouvelle famille. Ces croyances ancestrales expliquent l'importance de l'ensemble des éléments de parure dotés de pouvoirs magiques susceptibles de protéger la fertilité de la future mère, le mère de famille, durant le rite de passage le plus crucial de sa vie. Le rôle socio-économique de cette tradition. Le costume nuptial assure également une fonction sociale fondamentale étant donné l'activité économique dont il est le vecteur. L'artisanat tlemcenien de la soie, de la broderie et du bijou survit grâce à la tradition du mariage. Ce costume est constitué de différentes pièces fabriquées par les matières d'œuvre les plus nobles, telles que la soie et le velours, tissées et brodées à la main, en fil de soie et d'or. Il est aussi accompagné par une grande variété de bijoux traditionnels. Les savoir-faire artisanaux. Cette tenue, longtemps réservée à la ville de Tlemcen, est maintenant partagée par l'ensemble des communautés de la wilaya. Elle a été par ailleurs largement adoptée ces dernières années par les populations des autres villes du nord-ouest de l'Algérie, et cela au même titre que la blousa tlemcenienne. Mais les savoir-faire artisanaux nécessaires à la fabrication des différentes pièces de cette libsa se concentrent principalement dans la ville de Tlemcen et de ses environs. Les métiers artisanaux ancestraux qui permettent la fabrication de costumes ainsi que son utilisation par les familles lors des cérémonies et des mariages sont considérés comme des éléments importants et même essentiels du patrimoine culturel de la ville de Tlemcen. La qualité des produits des artisans de notre région a de tout temps fait la réputation de Tlemcen. De nombreux textes anciens, 15e et 16e siècle, traitant de notre ville, parlent d'un nombre important de métiers à tisser, plus de 10 000 des fois,
relevant du tissage du coton, de la laine ainsi que de la soie. Ces mêmes écrits insistent aussi sur la qualité et la finesse des étoffes produites à Tlemcen et qui étaient très demandées par les négociants nord-africains et méditerranéens qui s'approvisionnaient à Tlemcen. Cette noble tenue de cet aftar constitue donc un lien primordial entre la préservation des traditions culturelles liées au mariage tlemcenien et la cohésion sociale de la région, étant donné la valeur ajoutée et l'emploi créé dans la région. L'impact économique de cette tenue est très important pour la région, car les métiers de tissage, de la broderie, du mjboul, de la fetla, du ftoul, du perlage, ainsi que de la bijouterie, survivent grâce à cette tradition. Cette tradition constitue donc une source de revenus durables pour les artisans et les commerçants de la ville. Alors, les origines de cette tenue. Il est connu que le patrimoine culturel tlemcenien puise ses racines dans la culture amazigh, romaine, arabe, andalouse et enfin ottomane. Tlemcen, qui a été capitale du Maghreb central pendant plusieurs siècles, surtout suite à l'essor du royaume des Iyanides au XIIIe siècle, a cédé son statut de capitale à Alger au XVIe siècle, mais reste toujours un centre culturel parmi les plus prestigieux du Maghreb. Le Haftar fait donc partie de cet héritage pluriséculaire réservé par la communauté tlemcenienne et qui résulte de l'évolution stylistique des tenues aristocratiques, surtout après les raffinements vestimentaires et culinaires développés à partir du 8e siècle au niveau de la cour de Cordoue. Cette tenue était au départ une luxueuse soutane en soie, boutonnée devant, portée essentiellement par les princes et les nobles des cours des royaumes de l'Andalousie et du Maghreb central. Avec la disparition de l'Andalousie musulmane ainsi que de la dynastie ziyadite, les artisans, pour ne pas perdre leur activité, ont développé ce produit pour le rendre féminin. Il a été notamment raccourci, Arfat, d'où le nom de Haftar. Ce raccourcissement du Haftar a permis aux stylistes de l'embellir encore plus par l'ajout du blousa qui est actuellement en tissu de mensouge, mais qui était au départ une blousa en tissu de soierie. À mon avis, donc ce Haftar tire son origine d'une évolution stylistique qui a voyagé avec le temps. D'abord des steppes d'Asie centrale, ensuite des royaumes de Berbère, vers l'Andalousie et le Maghreb central jusqu'à la période ottomane. Ce Haftar, par ailleurs, qui est actuellement réalisé sur une base de velours, ne l'a donc pas toujours été ainsi, car le velours de création chinoise et indienne n'a été introduit en Europe qu'à partir du 15e et 16e siècle. D'abord à Gênes en Italie, ensuite à Lyon en France. Avec l'arrivée des Ottomans, il y a eu des emprunts aux costumes des dignitaires et des officiers qui ont favorisé une plus grande utilisation du haftar en velours et en brocart, mais sans toucher à ses principaux traits stylistiques qui sont les bords droits et le dessin floral hispano-mauresque. Ensuite, l'artisanat traditionnel avec le commerce national et international qui a toujours occupé une place importante au sein de la communauté tlemcenienne, s'est encore plus développé avec l'arrivée massive des immigrants musulmans et juifs fuyant la Reconquista. C'est plutôt cet apport massif, on parle plus de 40 000 personnes, qui a surtout influencé la société tlemcenienne ainsi que son évolution artistique artisanale. Le kaftan, dans l'âge d'or, a coïncidé avec la période de la tutelle ottomane, a par contre complètement disparu du costume d'Alger au milieu du 19e siècle, mais il reste omniprésent dans le costume des habitants de Tlemcen et de Annef. C'est une robe. C'est une robe, donc il y a en dessous. C'est une robe qui est cousue en mensouge. Sur cette robe, on met le kaftan. On porte le kaftan qui est donc la veste, brodée avec de la fetla. C'est une jupe ou une robe? On va dire c'est une jupe. Non, Il n'y a pas le haut, c'est le bas seulement, non? Oui. La première pièce, la première pièce. c'est une robe, je crois, à 2 pièces. Ça, c'est une robe. Oui. Le haut c'est du simple tissu et le bas, c'est du mensouge. Ah, d'accord. Un bustier en tissu. Bon, et dans certains cas, toute la robe est en mensouge. Mais dans ce cas-là, le bustier est en tissu et la jupe est en mensouge. Donc sur cet élément, on place le kaftan, donc on place la veste. Voilà. Maintenant, il faut décorer la veste. Première décoration, on place les manches. Ce qu'on appelle chez nous kebab.
Voilà. Donc maintenant on a les manches. Alors après on place la fota. Vous avez là une fota. Mais les manches, elles sont attachées où? Comment on les place? À l'intérieur des manches. Elles sont cousues à Elles sont cousues, l'intérieur normalement du elles sont carton. cousues. Elles sont cousues, bien sûr. Alors sur le carton, donc, on place la fota et le hzam. Donc, alors, ici, avec la fota et le hzam, nous avons le vêtement qui est au complet. Maintenant, on va le décorer. Donc, on va le décorer. On va placer d'abord de perlage, donc une nappe en perles. Et sur cette nappe en perles, on va placer les bijoux. Alors, dans la tradition antérieure, on mettait très peu de perles. On mettait surtout les bijoux. Avec le temps, oui, avec le temps et les bijoux deviennent chers. Alors, on achète plus de perles que de bijoux. Voilà. Alors, dans cette tenue-là, c'est la tenue qui se trouve au niveau de l'exposition. Donc, nous avons deux crafages, une khavza et une meskina. Voilà. Ici, nous avons un mdibar, ce qu'on appelle un mdibar, c'est un collier en perles, je vais sur le bout. Voilà. Alors là, nous avons donc une lebsa complète. Alors, une petite précision concernant la fota et le hzam. La fota, je crois que les seules régions qui gardent encore la tradition de la fota, c'est Tlemcen et Tizi, enfin la Kabylie. Oui, la Kabylie. Oui. Les autres régions ont perdu cette habitude, cette tradition de fota. Ensuite, le jour du mariage, la mariée ne porte pas la fota. Je pense à Tizi Ouzou, c'est la même chose. Ne porte pas la fota. Enfin, en Kabylie, c'est la même chose. La mariée ne porte pas la fota et ne porte pas le hzam. Donc la fota et le hzam. Racha, je n'ai pas ici sur cette mariée. Racha, c'est une pièce d'or qui bouge sur la tête. Et la perle pour ça. Alors, sur la poitrine, nous avons une rangée de perles, ce qu'on appelle johar, les crafaches, les broches, les mesquillas, les khamsa et les louis. Et nous avons aussi des louis d'or. Sur les poignets, on peut mettre des bracelets, des msibat, des gourmettes et les bagues. Sur le cheville, on met les brimes. Je crois que le brim, il existe un peu partout. Le khorkhan. J'ai cité tout à l'heure toute l'importance de cet habit traditionnel au niveau de l'aspect social et économique de la région. Alors pour réaliser cette tenue de Haftan, il faut pas moins de 14 métiers différents pour réaliser cette tenue. Ah oui. Alors je vais vous les citer, les 14 métiers qu'il faut. Il faut des modélistes, il faut des dessinateurs, il faut des artisans al-fred, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est le fred, pour le mjboud. Les brodeuses de mjboud, les brodeuses à la main ou à la machine de la fetla ou du fil de soierie, les fabricantes de qira'at et de shashia, les couturières, les ensoupleurs de chaînes dans le métier à tisser de mensouj et du haïk, les tisseurs de mensouj, les bijoutiers, les remplisseurs de perles, les fabricants de ftoul, les noueuses de ftoul et enfin les habilleuses. Donc là, on a 14 métiers différents qui sont nécessaires pour la fabrication de cette tenue. C'est bien. Ces métiers-là représentent au niveau de la région de Tlemcen, nous avons au niveau de la chambre de l'artisanat, il y a à peu près 1200 artisans inscrits avec des cartes d'artisans, qui sont dans le formel. Mais chaque artisan inscrit à la chambre de l'artisanat emploie un minimum de 15 à 20 personnes artisanes ou artisans dans l'informel, ce qui nous donne une population à peu près de 20 000 personnes dans la wilaya de Tlemcen qui vivent de cette activité-là. C'est bien. Et 20 000 familles qui représentent 20 000 familles. Si on prend 4 personnes par famille, multipliées. Donc c'est une activité très importante pour la région de Tlemcen. L'habit traditionnel est actuellement l'activité qui pratiquement nourrit la moitié de notre région. Et heureusement que cette activité est encore en hausse.
Et la demande en habits traditionnels est toujours en hausse dans notre région, et même je parle au niveau national. Et ce produit est même demandé maintenant au niveau national. C'est-à-dire que Tlemcen fournit actuellement non plus le Tlemcen ou sa région l'Oranie, mais elle fournit même la région de l'Est. Donc, et c'est ça qui fait à peu près travailler nos artisans. Les artisans de Tlemcen qui étaient concentrés habituellement au niveau de la ville de Tlemcen, ils se sont étendus à partir d'un certain temps sur les villages avoisinants, sur un rayon à peu près de 15 ou 20 km. Maintenant, nous avons des artisans qui travaillent pour ces activités-là sur toute l'étendue de la wilaya. Par exemple, je vous donne un exemple, les tisseurs de Messouj. Bon, on va passer au métier comme ça, on va vous montrer des photos. Alors, je ne vois pas très bien. Le métier, voilà. Parce que mon ordinateur n'affiche plus l'image, donc je suis obligé de dire là-bas. Alors, sur les 14 métiers que j'ai cités tout à l'heure, il y en a ici, je crois, une dizaine. Je vais vous les présenter, j'ai les photos. Alors, voilà. Donc ici, c'est le métier du remplissage de cartes. Johar Hadam, pour meubler le costume. Nous avons des bijoutiers, donc le métier de bijoutier pour fabriquer le bin et les roufs. Ça, c'est une khorsa. Alors là, je vous montre, il y a deux photos de khorsa. Cette khorsa-là, qui est une khorsa moderne, avec des pièces. Le khorsa, c'est celle qui vient sur les oreilles. C'est une khorsa moderne avec des pièces d'or. Et nous avons une khorsa traditionnelle. Là, nous avons des boucles. Ce bout de... Ça c'est des cônes. C'est des cônes de vache. Donc c'est des... Alors, c'est de la matière traditionnelle. Ça, c'est une khorsa vraiment traditionnelle. Alors ici, nous avons un dessinateur. Donc, non, c'est pas le fret. Ça, c'est les dessins que la brodeuse va broder avec la fête-là. Ben oui. Et ce dessin-là, c'est un dessin d'origine arabo-andalou. C'est le qata al-maqta' floral. Et c'est pour ça qu'il me fait dire que cette tenue n'a rien à voir avec l'Empire ottoman. Parce qu'on dit toujours, il y a beaucoup de gens qui soutiennent que le kharftan ou le karakou, djaouna les Ottomans. Moi, je dis qu'il y a eu une influence à la fin, mais ces produits-là existaient bien avant. Bien avant, 2000 ans avant. Et donc, ça, c'est un dessin floral andalou. Alors ici, nous avons donc différentes pièces dessinées à la main par le dessinateur. Et là, nous avons une pièce brodée avec la flamme. Alors là, nous avons le fred. Alors, ce qu'on appelle le fred, ça c'est le fred pour une coiffe, chachia pointue. Donc la chachia, c'est une pièce en carton qui donc est tendue. Et elle est découpée au couteau. Elle est découpée pour permettre à la brodeuse de fetla de faire passer les fils d'or. De mejboud, voilà. Voilà, là c'est une opération de mejboud sur un tissu de velours. Hein, comment هذه فتلة ماشي مجبود. لا هذه مجبود. لا هذه مجبود هذه مجبود. On va pas bien sur la photo. لا باسكو هذه لا بلانش. هذه الطبلة c'est spécial مجبود. Là on voit que Non, ça on voit un dessin de fetla. Ça c'est du fil d'or, c'est du cradbel, c'est pas de la fetla. Voilà notre mejboud pour la chachia. Et voilà, tout ce dessin est fait en carton maintenant. Il a été donc ciselé au couteau. La finesse du travail de l'artisan. Il y a des artisans qui ne font que ça. C'est du cuir. Alors là, donc, ça c'est les différentes pièces d'un aftan, donc brodé au mejboud. Alors, un autre métier aussi, donc ça c'est le mendil qui vient derrière la tête. Nous avons ce mendil, et ça c'est du ftoul. Donc ftoul, il faut le fabriquer, il y a des fabricants de ftoul, c'est un retordage de fil de soie, et ce retordage de fil de soie n'existe qu'à Tlemcen.
même les Chinois ont essayé de le copier, n'ont pas pu. Et ça, c'est. Je n'en suis pas un peu fier, c'est mon usine qui le fait. C'est mon usine. Le ftoul est utilisé à Tlemcen, à Rebdaya et en Kabylie, en grande quantité. Et c'est un retordage de film fait d'une façon spéciale pour qu'il ne se dénoue pas, etc. Et beaucoup d'artisans et d'industriels ont essayé de le produire et n'ont pas. C'est du fil de soie? C'est du fil de soie. Bon, là, c'est de la soie artificielle. Ah, ok. Mais avant, il se faisait avec la soie naturelle. C'est la soie naturelle. Là, c'est de la rayon, généralement. La rayon de l'acétate. Donc, nous avons des femmes donc, qui font comment on appelle ça, la serra? Le nouage des... C'est le macramé. Le nouage, ça fait tout. C'est du macramé. Voilà, en fait, on a donc une bande de macramé pour maintenir le fil. La pièce en triangle, ça c'est, on appelle ça gunna. Ça fait rire. Gunna, la pièce en mesure, c'est une pièce qu'on نشدوا بها الراس تاع العروسه باش كي نحطوا لها الزروف ما يوجعش. ما يوجعش. با لا بيسي لا بورت. لا بورت. Malgré ça, elle garde la trace. Malgré ça, ça fait mal. Elle aura du caractère. Donc voilà, donc mendil mfetsen. Ça s'appelle mendil mfetsen. Alors ça, donc c'est une des chachillas. Des chachillas prêtes, terminées. C'est en mejboud. Ça, c'est des décorations qui viennent sur la poitrine du kaftan. Le kaftan, il est fait avec de la fitla. Tout le kaftan est brodé en fitla, sauf les qira'at qui sont en mejboud. Donc, maintenant, il faut toujours essayer de trouver les origines des choses. On a une activité de fitla qui est connue depuis longtemps. L'activité de Mejboud, elle est un peu récente. Enfin, récente, plus d'un siècle. Mais Mlinjet. Santena. Bonjour, comment ça va? Voilà, Santena. Moi je dis Tunis. Alors, donc, donc le Mejboud. Et actuellement, quand on veut avoir un bon travail de Mejboud, il faut aller soit à Tlemcen, soit à Tunis. À Tunis. Mais Constantine a un petit peu perdu le... Par exemple, vous allez voir les Constantines contre vous. Le Mejboud, il est utilisé en grande partie chez Khadmou Serouja. Oui. Tlemcen maintenant est réputé le serge de Mejboud avec une très grande qualité. Donc voilà une autre activité d'artisanat, d'un métier, le fabricant de qira'at et de chapeaux. Alors là, ça c'est le dernier métier. Il y avait 13 métiers qui existent depuis des millénaires. Un dernier métier qui a été créé il y a uniquement ces dernières années, c'est habilleuse. Habilleuse de Ah ben voilà, oui. Oui, parce que le développement de cette tenue et son utilisation par les régions en dehors de Tlemcen a fait appel à des connaissances. C'est pas n'importe qui peut habiller une chita. Donc il y a des femmes maintenant qui se sont spécialisées pour habiller donc la raïsat de chita. Et là, ce sont des habilleuses et des artisanes qui travaillent, qui ont habillé tous les tenues que nous avons fabriquées pour le musée du costume traditionnel de Tlemcen. Le centre d'interprétation du costume dont la Serra a travaillé aussi avec nous, le musée des arts d'Alger. Et ça a été fait dans un décor magnifique. Ça, c'est le palais des Ianides, qu'on ne connaît pas encore. Vas-y. Ça, c'est un palais des Ianides qui est complètement reconstruit à partir de la base pendant l'année Tlemcen 2011, Tlemcen, capitale de la culture islamique. Mais c'est le mouchoir, c'est pas le palais. On le fait à l'intérieur. À l'intérieur du mouchoir, donc on a reconstitué et reconstruit le palais avec les décorations d'origine, que ce soit ératées, donc la céramique, ou la sculpture du palais.
Donc voilà, ça c'est le métier, c'est le 14e. Voilà, toujours une habilleuse. Alors, ça c'est le métier du mensouj, le tissage de mensouj. Le tissage de mensouj se fait toujours à la main. Il n'a pas encore été plus ou moins mécanisé, mais il se fait toujours encore à la main. Ça, c'est un métier à tisser de mensouj que nous avons installé au niveau de ce centre d'interprétation. Il appartient à M. Smaïn, voilà, qui est au fond. Et ça, c'est un tisserand qui tisse le... Alors, le mensouj, c'est un tissu donc, qui est habituellement fait avec de la soie naturelle. Il était fait avant avec de la soie naturelle, maintenant qui est fait avec de la soie artificielle. Et d'où vient l'origine du mensouj? Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où vient le mensouj? Ça existe aussi en Tunisie, donc... Non, le mensouj mais est ça existe algérois. aussi en Tunisie, algérois. Les Algériens peut-être ne le savent pas. Harraj, c'est le harraj. Le mensouj est algérois, mais il a été transféré vers Tlemcen à 100%. C'est-à-dire que cette activité a complètement disparu d'Alger et elle n'existe plus qu'à Tlemcen. Et les Tlemceniens, il y a à peu près 70-80 ans, l'ont ramené d'Alger. On a ramené ce métier d'Alger. Et moi, j'avais une entreprise où j'avais ce genre de ce métier. Et en 85, avec la création des bois d'écart au niveau de Riyad Feth, une artisane ici d'Alger a voulu recréer cette activité de mensouj à Alger. Elle nous a demandé de l'aider. On lui a donc donné un métier identique à celui-là. Et on lui a même trouvé un artisan qui a accepté de se déplacer vers Alger. Donc elle a ouvert un atelier au bois d'écart. Elle a tenu 2 ans et elle a fermé le boutique. Parce que les Algéroises ne voulaient pas acheter ce produit. Les Algériens préfèrent venir l'acheter à Tlemcen. Donc, et en Tunisie aussi. Voilà, en Tunisie peut-être aussi. Donc c'est une activité. C'est pour ça que moi j'ai dit toujours il y a eu un mouvement, l'habit traditionnel, il y a toujours eu un mouvement d'est en ouest, du nord au sud. Et en grande partie, les activités artisanales sont maintenant concentrées principalement dans certaines villes, en particulièrement Tlemcen. Voilà, donc j'ai ici donné une idée des métiers qui concernent un petit peu cette activité. Alors, donc ça c'est des cartons très anciens. Ce carton-là, je crois, il date de 1895. Ah, mais non. Voilà. Et il est encore en très bon état. Comment qu'ils conservent ça? Elle est au musée. C'est des collections privées. Hein. Ça n'appartient pas à un musée. Des collections privées. On a des anciennes pièces. Il est beau, hein. Alors, j'ai plusieurs temps de modèles. Les filles étaient bien mises. Ah bon? À l'époque? Voilà. Alors, au niveau des couleurs, donc il y a, même au niveau l'utilisation des couleurs, il y a certaines couleurs qui sont plus utilisées que d'autres. Là aussi, nous avons un carton assez ancien. C'est un carton de 1908. C'est un carton violet. Plutôt bleu, je dirais. Plutôt bleu. Oh, il est ancien, donc là. Il est de 1908. Ah, bah ouais, c'est la famille Fardel. Une belle pièce, hein. Maintenant, c'est modernisé. Bon. Je voulais vous montrer cette pièce-là. Le carton bleu-violet s'appelait à Tlemcen le carton violet. Oui, c'est l'appellation. Carton violet. Monté carré violet. Et regardez le travail, il est déjà la qualité du fil est différente. La finesse est un peu... Non, la finesse, même le fil d'aujourd'hui est assez fin. Mais il y a moins de broderie. Maintenant, les femmes ont tendance à demander trop de broderie sur le carton. Le carton est pratiquement brodé à 100%. Alors que là, il n'est brodé que sur le haut.
Et généralement, quand elle portait ce caftan, elle laissait alors la couleur cannelle. C'est très joli. Très très beau. Alors, regardez ce dessin, je vais vous montrer tout à l'heure un caftan qui est au musée, enfin au centre d'interprétation. Il lui ressemble énormément. Et la différence, ça c'est un fil, le fil d'or, il vient de Lyon. Il vient, c'est pas la coutume. On ferme les boutiques. Parce qu'il y a des Algériens qui se sont mis à produire ce fil ici. Il fallait le dire. Hein? C'est bien, elle est contente, elle a un carton. On est bon. C'est un vrai rituel. Taille. Bon, n'importe. Voilà, donc là, on a fait le tour un petit peu des cartons anciens que Voilà, nous avons trouvés à Tlemcen. Alors, je vais vous montrer maintenant des cartons plutôt nouveaux que nous avons fabriqués dernièrement donc, pour le centre d'interprétation. Alors là, donc, voilà, Ah, ça, c'est un joli. carton Renault. Il est beau celui-là. Ça, c'est un carton pour jeunes Eh, filles. c'est moderne. Pour enfants. Un autre carton en mouchebout, celui-là, il est en mouchebout. Un carton plus ou moins moderne avec des broderies un peu fortes. Donc, Ça chiffre combien tout ça? pas beaucoup. Alors, ça, c'est un carton à Nabi. Je voulais justement vous montrer. Ah. Un carton à Nabi. C'est pas un caftan, c'est un qad. C'est un carton. Bon, les Nabi nous l'ont présenté comme carton. Il est exposé au centre. C'est pas notre faute, la photo à Nabi. C'est juste pour dire que le carton existe à Nabi. C'est un gâteau, comme le vôtre. C'est un Je gâteau vais revenir d'Algérie. sur ça, madame. Je vais revenir sur ça. La version que m'a donnée la dame. Voilà, alors je vous définis juste une chose sur le classement. Cette liste d'Aftan, vous le savez certainement, a été classée le 5 décembre 2012 au patrimoine immatériel et immatériel de l'UNESCO. Et moi, je suis très content que le festival du costume traditionnel s'est spécialisé cette fois-ci sur le costume nuptial pour nous permettre de présenter au public cette tenue qui est maintenant qui a une reconnaissance mondiale. Et moi, je vois, nous aimerions bien que ce costume soit mis en évidence encore un peu plus, qu'il soit médiatisé un peu plus. Et je demanderai au festival peut-être de créer un festival spécial pour le Aftan. Et de faire tourner ce festival dans toutes les régions d'Alger. Donc ça, c'est une proposition. Donc faire un festival juste pour les costumes d'enseignants. Alors que toutes les régions mériteraient d'avoir un festival. Parce que chacun parle de sa région. Inch'Allah. Donc le débat est ouvert. Si vous avez des questions, la Hadja, monsieur le ministre. Voilà. Je peux vous répondre en photo. Ça, c'est des activités que nous avons réalisées au niveau du centre d'interprétation de costume au Mouchouat, au palais du Mouchouat. Et ça me permet de présenter des activités sur des mannequins. Donc c'est beaucoup mieux que de présenter sur des personnes. Là, ça ouvre tout le monde. Donc ça, c'est-à-dire هنا راه نجليو العروسة. هنا c'est une tradition. La mariée, quand elle arrive chez la salle de mariage, donc on la fait asseoir sur une chaise. Il y a d'autres femmes donc, habillées aussi en aftan qui la couvrent d'un haïk. Et une femme de la famille donc, se met sous ce haïk pour dessiner sur les joues et sur les lèvres de la mariée. Donc ces deux cercles-là, rouges, avec 5 points blancs. Donc 5 points blancs sur chaque joue.
et 5 points blancs sur l'œil. Je voulais en arriver là en fait. Comment? Je voulais en arriver là justement. C'est pour ça que j'ai Oui, demandé. ça, il y a plusieurs explications. On Moi, dit, je n'ai jamais eu l'explication. oui, il n'y a pas d'explication juste et précise. Alors, on dit que la jeune fille chez nous ne se maquille pas, donc c'est son premier maquillage. Donc, Mais il est acheté par le mari. Ce maquillage, oui, ce maquillage est acheté par le mari. Oui, Sénia, c'est elle est la présentée par le la mari. Sénia, elle est exposée à la Sénia sur Elle est faite chez le mari. l'exposition. Elle est donc offerte par le mari, par les parents du mari. Et ونقولوا ثاني باللي هادو داروا لها الورد باش تتفتح الورده لها الغرس تاعها. Et les points blancs, est-ce qu'ils ont une signification? هذيك سي كونتر لو موغي سار. Comme ça, Comme ça, voilà. Donc c'est une explication Parce que je n'ai jamais eu d'explication par rapport à Voilà, ça c'est une explication qu'on m'a donnée, qu'on donne habituellement pour cette activité-là. Ils ont donné d'autres explications Oui. sur notre explication. MBC, ils ont fait un reportage sur le mari de Hersent El Jazeer. Ils ont dit c'est la fertilité. Oui, la fertilité, ça se rapporte à Les points noirs, les points blancs, c'est la fertilité. Et les rouges, c'est les belles, elle est belle comme elle va être belle comme la couleur rouge. C'est ça ce qu'ils ont dit. Je vois pas. Belle comme une couleur rouge. Je sais pas, c'est ça ce qu'ils ont dit. Bon, ça, هاي السينية اللي تقول عنها، السينية تاع العطر. السينية تاع العطر donc c'est la belle famille qui l'offre à la mariée. فيها الصباط، فيها les points blancs c'est Nivea. واش كانوا يعملوا قبل Ils n'ont نيفيا؟ pas inventé Avant dentifrice. Il y avait une autre matière. Ah oui. Je sais pas, il y a un siècle, je sais pas. Alors donc il y a العروسة مجنية، هنا عرضت العروسة بتاعت exposée au public. Alors ici nous avons une arrosa dans sa chambre. Donc dans la chambre, et tout ça c'est une simulation au niveau du palais. Donc l'arrosa avec dans sa chambre بالشهرة تاعها. Parce que l'arrosa تجيب الشهرة تاعها donc الفرش complet. Alors هذه هنا هذه c'est une photo تاع Sabah, le lendemain. Sabah, c'est le lendemain du mariage. Dans le temps, à Tlemcen, le mariage durait 7 jours. Et Sabah, c'était le 7e jour où la famille de la mariée vient voir leur fille. Et donc, il y a une petite cérémonie qui est organisée à leur rencontre. Et maintenant, Sabah, c'est le 2e jour. Quand on le fait, sinon, des fois, on le zappe. Voilà, donc il y a la mariée qui porte son caftan avec le hzam ou le fouta, cette fois-ci. Et les invités, donc ils sont habillés avec blousette Limsania. Alors, l'autre rite, c'est le hammam. Alors ça, c'est le véritable hammam des princesses Zianides. Oui, ça c'est le palais des Zianides. Ça c'est le hammam. C'est petit mais non, هنا donc هنا هاي العروسه لها لابسه الفوطه تاع الدخول تاع الحمام اللي بالنص وجهها هي. وهذا الاب احنا في تمساح نقولوا لهم الاب. اب الحمام. با كومون زابليو. فوالا احنا عندنا الاب ديبلاسا. دونك هي والارعاب هذا رفيقها الارعاب قبقب يقولوا قبقب احنا سي ارعاب alors ça c'est une photo de sortie le hammam une blousa qu'on porte après le hammam alors après le hammam donc elle prend voilà. Voilà pour les rites, madame.